Voici un résumé réalisé par le site cercledesmillionnaires.com de ce qu'il fallait vraiment retenir de l'émission Capital diffusée le dimanche 25 avril 2010 sur M6. Petit et grand business, révélation sur les nouvelles fortunes. Au sommaire, les nouveaux rois du prêt-à-porter. Dubaï, la cité d'or était-elle en toc? Les Golden Boys sont de retour. Et la guerre du champagne bling bling. Les nouveaux rois du prêt-à-porter. Alexandre et Laurent, créateurs de la marque Vocopols il y a 2 ans, possèdent déjà 100 magasins. On y trouve des fringues branchées chic comme par exemple des costumes hommes à 500 €. Ils s'appuient sur une stratégie marketing relativement simple, mettre en avant le symbole de la tête de mort sur tous leurs habits et accessoires. Et c'est apparemment très vendeur. Ils s'appuient aussi sur une grosse communication comme des campagnes d'affichage où l'on voit des couples anonymes lookés avec leurs habits, et ce, avant même l'ouverture de leur première boutique parisienne. Mais pas de secret. Si leur ascension est fulgurante, c'est aussi parce que leurs parents, les créateurs du comptoir des cotonniers, créé dans les années 90, y ont investi près de 50 millions d'euros. Ils comptent ouvrir 6 boutiques rapidement, la prochaine ouverture prévue sera à Londres. Ces nouvelles implantations sont vite choisies et les emplacements sont sélectionnés par l'intermédiaire d'un agent immobilier sur place. Le loyer de la première boutique londonienne sera d'environ 12 000 € par mois et l'aménagement demandera 600 000 € de travaux. 3 boutiques ont été choisies en une journée. Mais les voyages pour New York et Tokyo sont déjà planifiés pour les futures boutiques. Comme eux, les marques Mage ou Sandro ont fait fortune dans le luxe à prix abordable. Une autre marque, Zadig et Voltaire, s'est lancée dans les vêtements simples avec des détails décoratifs originaux. Elle fait déjà 120 millions de chiffre d'affaires. Et un t-shirt, le tunisien, que l'on trouve dans leur boutique, qui est vendu 80 € en France, est fabriqué en Inde pour 4,70 € de prix de revient, soit une marge confortable de 30%. Une autre marque, Bache, possède, outre son atelier de 500 m² dans le quartier du Marais à Paris, plus de 350 magasins dans le monde. Les créatrices sont 2 femmes jadis avocates et attachées de presse. Pour réussir, elles se sont alliées à 2 poids lourds du métier, de tuteurs, Dan Arwas et George Cohen, qui sont grossistes et font par ailleurs 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont investi dans Bache 300 000 € et amené leur carnet d'adresses de fournisseurs. Pour fabriquer le moins cher possible, c'est à 2000 km de Paris que ça se passe, en Tunisie, où le premier employeur national est le secteur du textile, bien sûr. Les avantages, fabrication de jeans possible en petite quantité, approvisionnement beaucoup plus rapide que si c'était fabriqué en Chine. Un exemple, Bache fabrique ses shorts dans une usine où travaillent 800 ouvrières, payées 300 € par mois. Acheter 20 €, ce short sera revendu 125 €, soit une marge de 14%, qui est déjà pas mal. Dubaï. Dans les années 50, Dubaï n'était encore qu'un petit port de pêche, mais en 1966, c'est la découverte du pétrole et le pays passe alors de 200 000 à 2 millions d'habitants en 40 ans. De 2002 à 2008, les affaires explosent, suite à l'autorisation pour les étrangers d'acheter et d'investir dans l'Émirat. La plus grande tour du monde, haute de 828 mètres, est alors construite. Mais le 18 septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers plonge le monde dans la crise et c'est bientôt 60 milliards de dollars qui ne peuvent être remboursés. Les touristes partis, des propriétaires bradent. Un voilier acheté neuf quelques mois plus tôt 1 300 000 € peut être acquis pour 400 000 €. Certains sont devenus milliardaires grâce à la spéculation immobilière. Sur l'île en forme de palmier, une maison de 3 chambres plus cuisine équipée de 240 m² valait 1,5 million d'euros. Un acompte de 10% suffisait pour acheter et aucune preuve de fonds n'était nécessaire. Avec une simple avance de 10 000 €, on achetait un bien de 100 000 € qui était revendu 2 mois plus tard 110 000 €. Certains ont revendu 1,6 million, un achat de 400 000 €. Les promoteurs voyaient arriver des Russes avec des mallettes de 5 millions de dollars en liquide. Au lancement du projet pharaonique The World, qui représente le monde en miniature, il y avait la queue pour des biens de 400 m² vendus 5 millions d'euros. Actuellement, les acheteurs ne se bousculent plus et beaucoup de chantiers sont arrêtés. Les promoteurs doivent même trouver des solutions pour livrer les biens déjà commandés. Hakim, qui a déjà versé un acompte de 30 000 € pour son studio à Dubaï, s'est vu proposer un autre bien de 85 000 € à la place du sien, acheté 65 000 € sur plan. Et ils sont 45 clients à avoir accepté cette offre. Certains investisseurs pensent déjà que ça va repartir. Les hedge funds.
les fonds spéculatifs. 1 an et demi après la crise, les hedge funds sont redevenus très riches. En Suède, dans la banque SEB, on compte un des meilleurs fonds spéculatifs où 5 personnes gèrent 2 milliards de dollars. Pour enlever la peur des traders, enlever les émotions, c'est les mathématiques et les formules d'analyse informatisées qui prédisent la direction du marché dans les 3 prochains mois. Tout ça basé sur des probabilités et l'histoire du marché sur 20 ans en arrière. Ils traitent surtout contrats à terme, valeur de l'or, prix du gaz et réalisent environ 50 opérations par jour, transmis par email au courtier de la banque, pour plus de 250 millions de dollars de mise. Septembre 2008, où les traders faisaient leur carton à cause des subprimes, semble bien loin. Les hedge funds se rémunèrent en prenant une commission de 2% sur les versements et 20% des bénéfices engrangés sur tous les fonds qu'ils gèrent. En 2007 et 2008, les rendements de la banque SEB furent de respectivement 9% et 24%, ce qui est exceptionnel. Un exemple de transaction réalisée sur la bourse de Chicago. En septembre 2009, il parie sur la baisse de la parité euro-dollar. À ce moment-là, 1 euro égale 1,50 $. Ils achètent un contrat de 100 millions de dollars. En février 2010, l'euro atteint 1,32 $, soit une baisse de 18 centimes, ce qui suffit à réaliser un bénéfice de 18 millions de dollars. Le patron n'est pas très bien rémunéré par rapport au salaire de ses collègues américains, 740 000 € bruts par an. Mais pour souder le groupe, les 5 financiers voyagent en Laponie, où ils font du ski, mais surtout du brainstorming sur les menaces et opportunités des marchés. Leurs ambitions, gagner encore plus d'argent pour atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars gérés. Le débat, faut-il taxer les plus riches? En France, 95% des revenus sont inférieurs à 4 000 €. L'ISF, qui a été mis en place en 1982, a commencé à faire partir les gens vers l'étranger. Et le bouclier fiscal, qui consiste en un plafonnement à 50% maximum de l'imposition sur les revenus, on ne peut pas donner plus de 50% de ce que l'on gagnait aux impôts, concerne 16 000 personnes, mais malgré ça, 473 exilés fiscaux en 2007 avant le bouclier fiscal, 509 en 2008, soit plus 36 avec le bouclier fiscal. Donc on se demande si ça a un réel impact finalement. Les champagnes. Le champagne, c'est 6 ans de vieillissement en fût de chêne. C'est aussi et surtout un marché de plus de 5 milliards d'euros par an. Parmi les plus prisés, on trouve Crystal Roderer, célèbre pour ses bouteilles en cristal à fond plat, et qui possède une cave de plus de 51 000 bouteilles. L'une d'elles, un Mathusalem cuvée 2002 de 6 litres, est vendue 20 000 € la bouteille. Les USA sont leur plus gros marché, mais en 2006, il y a eu une petite contre-publicité, le boycott des rappeurs américains. Suite à un différend avec Crystal, ces derniers jetèrent leur dévolu sur une marque peu connue à l'époque, As de Pique, aux bouteilles entièrement dorées et vendues dans une boîte laquée entre 250 et 300 € la bouteille en magasin, et même jusqu'à 900 € en boîte de nuit. Ils produisent 50 000 bouteilles par an, et cela ne suffit plus à approvisionner les 30 pays clients. Autre champagne de luxe, le Luxor, avec des paillettes d'or 24 carats à l'intérieur. Le créateur dirige un atelier de restauration de dorures de cadre, d'œuvres d'art, de grilles de château. Également utilisé en pâtisserie, le gramme coûte 50 € hors taxe. On estime la quantité à 1/10 de gramme d'or par bouteille, soit à peu près 5 €. Vendu 190 € la bouteille en magasin et 500 € en discothèque. Le brut servant à le fabriquer est lui acheté à l'origine à 27 €. Comme le dit son créateur, le produit doit être cher pour être crédible. Et c'est donc tout naturellement à Saint-Tropez qu'il va démarcher les futurs clients mondains. Le champagne a aussi créé un nouveau travail d'été, les ramasseurs. Car en France, c'est la pénurie, orchestrée d'ailleurs par les marques elles-mêmes. Et des petits malins font venir des États-Unis, principalement de Miami, des bouteilles revendues à prix d'or aux restaurateurs de boîtes de nuit. Un vrai marché parallèle très rémunérateur. Le cercle des millionnaires.com vous remercie de votre attention et vous souhaite beaucoup de bonheur.